Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ces deux personnes. Madame est chef costumière et créatrice de costumes. Monsieur est chef décorateur et vont nous parler de leur métier, de leur passion, de leurs problématiques et leurs conseils à vous si vous voulez faire ce métier. Bonjour à vous William, bonjour à vous Chouchane. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu de votre parcours. Je vais commencer par vous. Comment vous êtes arrivé à faire ce métier de chef costumière? Moi, je suis un peu dans les sentiers dérivés. En fait, je suis scénographe. Je suis diplômée en scénographie et j'ai toujours aimé le tissu et je faisais même des décors en tissu. Et petit à petit, finalement, naturellement, je me suis dirigée vraiment vers le costume. Et j'ai démarré avec les 2 derniers films d'Henri Verneuil en tant qu'assistante costumière et en fait ça m'a plu et j'ai fini par ouvrir un atelier de fabrication de costumes et j'ai travaillé pour différentes institutions comme la Comédie Française, l'Opéra Garnier, Opéra Bastille et plein d'autres créateurs de costumes qui avaient besoin de faire fabriquer leurs costumes. Et parallèlement, je faisais mes propres créations et j'ai travaillé pour des longs métrages, de la télévision, de l'événementiel, de la publicité, du théâtre, bien sûr, puisque j'étais scénographe à la base. C'est quand même mes premières amours. Et puis voilà, on a maintenu cet atelier qui est un véritable outil de travail et que je mets aussi à disposition pour d'autres créatrices de costumes. D'accord. Comment on passe de scénographie à apprendre le tissu, savoir choisir les tissus, savoir couper, savoir dessiner? Ah ben ça, après c'est l'expérience, mais la scénographie c'est quand même l'étude de la scène et ça comprend la lumière, le décor, le costume, la mise en scène, le maquillage, coiffure. Donc on aborde un peu tous les départements qui sont aussi dans l'audiovisuel. Et donc au fur et à mesure des expériences, on apprend à toucher le tissu, à savoir quel type de tissu il faut pour tel type de costume. Que ce soit des costumes 18e ou des costumes contemporains. On peut aller de choses très très classiques comme des choses qui sont des matières très modernes, très peut-être même un peu pas plastifiées, mais qui ont en tout cas une rigidité ou une forme qui soit malléable différemment, donc ou pas forcément piquée à la machine d'ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est l'expérience qui nous amène à découvrir tous les tissus, les échantillons. On passe notre temps dans les magasins de tissus, dans le sentier comme on dit, ou à Lyon ou en Italie, à rechercher le tissu qu'il nous faut par rapport au costume qu'on veut réaliser, avec le tombé, le poids qu'il faut, la matière qu'il faut. Donc voilà, après c'est des recherches, beaucoup de recherches. Ouais, surtout que j'imagine, alors dites-moi si je dis des bêtises, que des fois la matière visuellement n'est pas celle qu'il faut par rapport à la réalité historique. Je sais pas si je m'exprime bien. Ah bah après ça dépend de ce qu'on veut faire au final parce qu'on peut aussi avoir un volume purement historique mais avec des matières totalement contemporaines. Donc ça c'est plus de la décision artistique qu'on a avec le metteur en scène ou le réalisateur. Au fond, nous notre métier, qu'est-ce que c'est? Création costume, c'est pas juste de faire un très joli dessin, c'est surtout de pouvoir on lit un scénario à la base, dans ce scénario, il y a des personnages, ces personnages donc ont une personnalité et donc vus par un metteur en scène ou un réalisateur et portés par la suite par des comédiens ou des acteurs. Nous, notre vrai travail, c'est d'arriver à comprendre ce que veut le metteur en scène ou le réalisateur et de le traduire de manière à ce qu'il soit porté par le comédien ou l'acteur. Parce que ce qui va à un personnage dans un texte ne va pas forcément sur le corps du comédien ou de l'acteur et vice-versa. Donc notre travail, c'est ça, c'est cette recherche-là. Comment traduire la personnalité d'un caractère particulier dans un texte vu par le metteur en scène ou le réalisateur et de le faire porter par le comédien. C'est ça notre vrai travail. C'est pas juste de faire des très jolies choses et d'inventer des choses. De manière, on n'invente rien. On s'appuie toujours sur une réalité. Et donc, c'est un travail de collaboration. Alors, au théâtre, moi j'adore travailler avec le metteur en scène et le comédien. Je leur fournis des matières premières, c'est-à-dire ou du tissu, ou des éléments de costume, ou des accessoires qui leur permettent de travailler le personnage comme ils l'entendent eux, et de faire découvrir des gestuels ou bien des déplacements. Quand on porte un corset pour une femme, on se déplace pas de la même manière que si on n'en porte pas. Et donc,
je leur fournis ça au départ, et ensuite, une fois qu'on a trouvé l'idée du personnage, du volume qu'il représente, on travaille la couleur en fonction du décor et de la lumière. Et c'est un peu la même chose aussi finalement au cinéma. La seule différence, c'est qu'il y a une notion de distance au théâtre que nous n'avons pas au cinéma, dans la mesure où la caméra peut être très très proche de l'acteur. Donc on peut voir des détails qu'on ne voit pas au théâtre. Et au théâtre, c'est souvent exagéré, puisqu'il y a cette distance avec le public qui fait que il faut qu'il puisse le voir de très très loin aussi. Donc il y a ces deux notions de cette différence entre le théâtre et le cinéma. Mais en tout cas, notre travail à nous, c'est un travail de collaboration. Très bien. On va revenir à vous, mais je vais quand même, William, bonjour. Même question, comment vous êtes arrivé à devenir chef décorateur? Alors, oula, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais je pense que la première, c'est les géographiques. D'abord, j'habitais Paris, ça peut aider. Et dans le centre de Paris, ça aide encore plus. À un moment où les cafés-théâtres sont émergés. Alors moi, c'était pas du théâtre, c'était du café-théâtre, donc un peu plus rigolo, un peu plus, disons, en prise avec une certaine modernité du moment. Et il y avait une forte demande. J'étais adolescent. Et j'ai commencé à rentrer dans cet univers, tout simplement. Voilà. Et puis, oui, Par hasard ou par passion? alors par hasard, parce que mes parents avaient des locaux, des ateliers d'art, de bâtiments, et donc les gens du café-théâtre venaient s'achalander dans ces locaux pour leur décor, justement. Voilà. Et donc en allant les livrer, et j'ai commencé à avoir cet univers de subterfuge, de chimères, de trompe-l'œil, et qui était très pauvre en plus, donc qui était accessible. Quand je dis qu'il est très pauvre, c'est que c'était pas des décors de théâtre à la Comédie Française ou de studios de cinéma dans les studios de Brie-sur-Marne. Non, c'était vraiment du basique et juste du signifiant. Et ça m'a beaucoup interpellé le fait qu'une chaise puisse être un trône et 2 secondes après une muraille et après une mitraillette, quoi. Donc ça, c'était l'onirisme du théâtre m'a beaucoup intéressé. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, j'étais au lycée, j'ai fait des études de technologie. Alors moi, pour le cas, j'ai pas du tout fait d'études artistiques. Et on est venu. Par contre, je m'occupais du journal et ça m'intéressait tout ce qui était au niveau du quotidien, du social, etc. Alors que je faisais pas du tout ces études-là. Et il y avait une émission qui s'appelait les 24 jeudis. Donc ça date. Et il cherchait 3 adolescents pour illustrer les journaux d'aujourd'hui, Libération, Le Point, l'Express, etc. Et donc j'ai été choisi et je me suis retrouvé au plateau d'Épinay, donc un vrai plateau de cinéma pour le coup, avec un tout petit bailliage de théâtre, de fabrication. J'ai aidé à fabriquer des théâtres, des petites scénettes, quoi. Et là, on m'a proposé d'aller voir à côté, j'en parlais de ça, que j'aimais le décor et tout. On m'a dit, ah, bah, tiens, il y a un décor à côté, tu vas voir, ça va te plaire. Et là, je suis tombé sur un truc, c'était un appartement parisien un peu désuet. Et c'était pour cet obscur objet du désir, ça vous laisse un peu la date comme ça. Oui. Voilà. Ça, je sais. Et bon, je suis tombé sur le choc et en même temps, pas du tout, parce que tout ce que j'ai vu, je le comprenais. Par contre, il y a une chose qui m'a étonné, c'était une vue de la tour Montparnasse qui s'était construite 80 ans à travers une fenêtre. C'était pas possible vu qu'on était à Épinay. Et là, j'ai découvert la grande tricherie ce qu'on appelle les découvertes, c'est le cas de le dire, où on a une photo agrandie, etc. Je dis bon, voilà, ça c'est clair, c'est ce que je veux faire. Voilà, donc, mais j'avais 17 ans. Hein. Et à partir de là, bon, mes études, bon, j'en ai fait. Effectivement, toujours bon, urbanisme, structure, etc. Ça m'a aidé après, bien sûr, dans le décor. Mais je savais que j'allais jamais les finir et que toute occasion était bonne pour aller sur un plateau. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Quartier, école. Et quand vous arrivez sur les premiers plateaux? Après. Faut que je m'en rappelle. Si. Eh ben, écoutez, tout à l'heure on parlait de Lelouch. Oui. Et alors voilà, toujours Paris, j'avais dans mes relations amicales le second assistant, troisième assistant de Lelouch ou second de Romain Davis. Voilà, et c'est lui qui me dit ah bah il y a une figuration, tu devrais venir. Je faisais beaucoup de motos, ils avaient besoin de Hells Angels, comme ça, j'avais les cheveux très longs, machin. Donc grosse moto, on faisait de la figuration, puis de là je disais bon la figuration, bon, c'est pas tout à fait mon truc. Et il y avait un établissement qui s'appelle Maratier qui fournit les armes, puis un autre qui fournissait les véhicules. Il se trouvait que j'étais un peu plus âgé, j'avais déjà 20 ans, j'avais mon permis et je savais conduire des gros véhicules.
Donc, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, comme ça, à m'intéresser, je dirais, aux prestataires, aux fournisseurs, à travailler chez eux. C'est-à-dire c'est au culot, parce que quand on est figurant, généralement, personne ne vous parle, donc si on parle à personne, et c'est vous qui êtes allé voir... Je pense que c'est autre chose que le culot, parce que j'étais très timide, mais je passais bien. Puis d'abord, je faisais 4-5 ans de plus que mon âge, hein. Donc ça aide. Voilà, j'avais à peine 20 ans. Non, c'est pas au culot, je pense qu'il y avait un manque crucial. On est arrivé à un moment où quelques années plus tard, allaient arriver les MTV, les Arte, les Canal+, et une moyenne d'âge très âgée quand même. Quand vous aviez quelqu'un de 40 ans sur le plateau, c'était un jeune, quoi. Et on est arrivé à ce moment-là, un peu comme aujourd'hui, il y a YouTube, tous ces trucs-là, et il y a une place à se faire. Et donc, il y avait une place à se faire. Il y avait un manque, et je le voyais bien. Et ça a été pas au culot, non, je dirais que ça a été ni même pas à la passion. Ça a été, je veux travailler dans ce milieu. Voilà, c'était possible de rentrer. Ils étaient très étonnés de voir quelqu'un de très jeune vouloir faire ça. Alors en mise en scène, oui, pas de problème. Oui. Aujourd'hui, j'ai des élèves, je vais dans une classe, je leur dis qui veut ne pas être réalisateur. J'ai 28 mains qui se lèvent. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai dit attention, j'ai dit qui ne veut pas être réalisateur. Et là, il y en a. Ah ben si, on veut être réalisateur. Disons que tout le monde veut être réalisateur. Alors je demande aux deux qui n'ont pas levé la main, je dis qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis monsieur, nous on veut être réalisateur, mais on a compris la question. Voilà. Ça c'est une petite anecdote. Ça m'étonne pas. Ouais. Et donc nous non. Décorateur, c'était comme faire, je sais pas, mannequin ou danseuse de tagada, quoi. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'appétence à ça. Aujourd'hui, voilà, les gens qui nous regardent, ils ont une appétence à ce métier. C'était à peine considéré comme un métier. Pourtant, il y avait eu des grands décorateurs, etc. Donc, il y avait un manque. Je le sentais. Et voilà, c'est une opportunité. J'ai dit, tiens, on peut y aller. Et j'y suis allé, quoi. J'avais pas peur d'y aller. Donc, le bas de l'échelle, c'est construire tous les décors. Ça, vous non, il y a plus bas encore. C'est quoi le bas de l'échelle, construire un décor, c'est déjà énorme. Il m'a fallu des années pour construire un décor. Non, le bas de l'échelle, c'est comprendre ce que quelqu'un vous demande pour achalander le décor. Par exemple, moi, j'avais la chance de connaître toute la technique. C'est-à-dire, je faisais la différence entre un écrou, une vis et un boulon. Et je connaissais les fournisseurs. Et oui, mon père était dans le bâtiment, j'avais fait des études autour de tout ce qui était la structure. Donc, quand on me demandait une structure technale, je connaissais. Ce qui n'est pas le cas, de tout le monde, même aujourd'hui. Donc, j'allais chez Technal, je faisais des dessins et puis je pouvais avancer là-dessus. Donc, non, c'était plutôt régisseur d'extérieur au départ. D'accord. Alors après, même question que pour Chouchan. Comment vous faites après pour apprendre à imaginer un décor avec toutes les contraintes techniques qu'on peut imaginer? Oui. C'est d'abord tout vient de la lecture du scénario, ça c'est clair. Donc il faut savoir lire, il faut lire. Donc moi j'étais un gros lecteur, je suis toujours un gros lecteur. Et ce qui m'intéressait, c'était les univers, la création d'univers. Quand t'es petit, tu joues avec des Lego, des choses comme ça. Là, c'était la même chose. Et donc, c'était pouvoir configurer, mais pas que des intérieurs, c'était aussi des architectures. J'étais plus sur l'architecture. C'est pour ça que moi, je suis ce qu'on appelle un décorateur de décor, non pas de décoration ni de décoratif. C'est-à-dire, je fabrique effectivement, mais ça, c'était un goût dès le départ vers l'architecture. Donc, d'ailleurs, bon nombre de mes confrères ou consoeurs sont des architectes à la base. C'est une très bonne formation. Et non, c'est l'idée d'être Deus Machina. Je veux construire un monde. Et pour construire un monde, soit vous écrivez ce monde, soit vous le fabriquez. Moi, je le fabrique en regardant ce qui a été écrit, en rentrant dans la tête du réalisateur, du metteur en scène, et en croisant son imaginaire et toute la documentation que j'ai accumulée. Et je pense que c'est d'abord culture et santé. C'est-à-dire qu'il faut avoir une santé morale et physique de folie, et avoir une culture qui doit dépasser celle de tes interlocuteurs. C'est-à-dire que ils ont envie de quelque chose de romantique, comme ci, comme ça, et paf, t'es capable de dire, Marie Chalet, en 1800 ans, elle a fait ci, elle a fait ça a donné ça, et aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire que connaître les racines culturelles de l'image, c'est très important. Voilà, on ne s'invente pas créateur de décors ou directeur artistique dans d'autres pays ou production designer ailleurs, sans avoir un bagage, mais je dirais à 22 ans, énorme, qui permet d'avoir une discussion, je dirais, d'égal à égal pour pouvoir être dans le collectif. C'est ça qui est drôle. Parce que si vous n'êtes pas au niveau culturel ou de connaissances cinématographiques
de vos interlocuteurs, que ce soit le producteur ou un chef opérateur, bon, vous êtes un exécutant. Voilà. Donc ça, c'est très important, ce bagage-là. Alors vous savez, cette émission, je la fais pour vous et je vous dis, posez-moi vos questions et je poserai. Donc, je vais vous poser des questions que se posent des jeunes étudiants. Très bien. Alors, mon chef décorateur. Question de Maxence. Quand on est étudiant, par quoi commencer concrètement pour devenir chef décorateur? Alors, à mon avis, avant d'être chef décorateur, il y a des échelons à passer. Mais je pose la question comme il me la pose. On a compris la question. Oui, oui, tout le monde. C'est vrai qu'on a très peu d'écoles déjà, mais par contre, on a des écoles de cinéma qui sont, bon, il y en a 2 qui sont, enfin 3 maintenant, qui sont publiques et une dizaine qui sont privées. Et effectivement, elles diplôment en réalisation, voire en chef décorateur, ce qui est une aberration, parce qu'évidemment, chef décorateur, il y a une notion de management, c'est-à-dire être capable d'arriver à ses objectifs avec 120 personnes, 3 millions d'euros de budget, et puis 6 productions internationales. C'est au bout de 20 ans de métier, ça. Voilà, arriver à être avec une quarantaine de personnes sur un film assez intellectualisant et 1 million de budget, c'est 15 ans de métier. Voilà, et arriver simplement à être chef décorateur sur des projets corrects dans un groupe plus amical, disons 455, 500 000 euros, ça c'est minimum 5 ans de métier. Après avoir fait pendant 10 ans ses armes. Donc on va dire que c'est 25 ans pour être un vrai chef décorateur. Mais après, rien ne nous empêche, il y a des échelles. Il y a des échelles. On commence par des courts-métrages, on commence par des films expérimentaux, il y a plein d'étapes. Et donc, tout dépend bien sûr de ses études, c'est sûr. Mais c'est assez intéressant le métier de chef décorateur parce qu'on a autant des sociologues, j'en parlais tout à l'heure, des journalistes, des ingénieurs chimistes, alors, des architectes ça paraît plus normal, plus naturel, des gens qui ont fait les arts déco en scéno, des scénographes évidemment, ils alternent toujours cela entre le théâtre et le cinéma. Et puis moi je dis toujours il y a 3 je dirais 3 vecteurs importants dans la représentation physique d'une ambiance, parce qu'on parle d'ambiance dans nos métiers. C'est le décor, donc une structure architecturée. En général, c'est en studio, on les construit, ou alors c'est des rues entières en extérieur, ou des adaptations fortes d'un quartier médiéval d'une ville, je sais pas, comme à Senlis ou à Provins. Bien. Mais après, il y a la décoration. La décoration, c'est un tout petit peu plus fin. Là, c'est pas le côté architecturé, c'est la décoration, c'est ce qu'on pourrait appeler le goût, c'est-à-dire savoir faire des convergences de style pour que ce soit bien dans l'ambiance du personnage, etc. Donc c'est le meublage, en gros, les papiers peints. Puis il y a le décoratif, qui est là une technique d'artisanat beaucoup plus forte encore, et qui seront les éléments qui vont souligner, qui vont rehausser soit l'esthétique, soit au contraire baisser l'esthétique, parce que quand on vous demande de faire un squat, faut savoir faire le contraire de quelque chose d'esthétique, faut que ce soit un peu rugueux. Et ça, ce côté décoratif, pour moi, c'est une bonne entrée dans le métier, c'est-à-dire apprendre à peindre, apprendre à construire, apprendre à fabriquer. Et moi, c'est la chance que j'ai eue. J'ai eu un collaborateur, enfin plus que ça, plus qu'un collègue, un associé professionnel qui était le Michel-Ange du trompe-l'œil. Et donc, j'ai appris toutes ces techniques de subterfuge, de chimère, de comment tromper l'œil, c'est le cas de dire, et la caméra surtout, et connaître la caméra. Alors là, c'était plus technique. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une bonne entrée, absolument connaître la caméra, parce que bon, suivant les objectifs, suivant ce qu'on montre pas, les mouvements. Donc, rentrer par le biais très technique de la machinerie, de l'optique, du décoratif, c'est-à-dire des métiers de la main, dans nos cas à nous, ça permet après, quand on attaque la décoration, c'est-à-dire l'ensemblage, c'est un métier complètement artistique au milieu du décor, c'est nos collaborateurs et collaboratrices les plus proches, avec le premier assistant qui lui gère l'ensemble. C'est arriver par cette étape à créer des ambiances, parce qu'il y a beaucoup de décors qui ne demandent pas
trop de construction. Il y en a toujours un peu. C'est faux. C'est comme le stylisme par rapport à la création de costumes. En stylisme, à un moment donné, il y a une création obligatoirement. Bien. Et après, d'arriver donc de ce milieu, de ce monde décoratif à décoration, à arriver au décor qui est quelque chose de beaucoup plus solide et qui est le plus difficile parce que bon, d'abord il y a des notions de sécurité, les budgets sont pas les mêmes, les équipes sont plus lourdes et la technicité, elle est encore plus opérante, quoi. Voilà. Ça peut être des phases. Ouais. Et je reviens, parce qu'en off, vous me parliez de la différence de décor avec une caméra en pellicule, une caméra numérique. Oui, on a eu un changement. Bon, moi, j'ai vécu la moitié de ma carrière complètement en analogique. Ça, c'était très intéressant. Je le souhaiterais à tout le monde. Enfin, on peut pas revenir en arrière pour arriver à l'autre moitié de ma carrière, une autre vingtaine d'années, sur le numérique. Et avant, il y avait le magnétique même. Donc, il y a eu des étapes. Oui, ce dont je parlais, qui était un épiphénomène assez intéressant, c'était que l'œil est notre guide. Voilà, c'est l'œil est notre guide. Et la caméra est un œil. Alors quand évidemment cet œil change et que tout d'un coup il est cyborg, il devient numérique et il peut tout voir, on a un problème. C'est que la matière que j'aimais bien au fond en velours qui faisait très bien, là on voit que c'est juste un morceau de velours, quoi. Le poteau en zinc, je sais pas, le toit en zinc qu'on faisait vite fait avec un contreplaqué de 5 mm, du gris et puis un peu de brillant, là, on a intérêt à mettre du zinc parce que la caméra le voit. Donc, on a eu une augmentation des budgets, ça, je dirais de 20 à 30% quand le numérique est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus tricher autant. Alors, heureusement, les chefs opérateurs sont des grands artistes techniques et ils travaillent. Ils ont réussi à travailler. Et ce qui a été très drôle, c'est toute cette période où on faisait en sorte que ce numérique ultra brillant, qui nous aidait bien la nuit. Par contre, ça, faut dire que on a pu tourner beaucoup plus de nuit grâce au numérique. Et bien, que ce numérique de jour, un gros plan pour les maquilleurs, ils sont devenus dingues, quoi. Ça a été, d'ailleurs, on a pu voir un peu mieux l'âge de nos comédiens et de nos comédiennes. Oui, parce que le temps passe quand même pour eux aussi. Et donc, ça a été tout un travail de reconversion au numérique, parce qu'on ne pouvait plus faire tout ce qu'on appelait les chochottes, les tricheries qu'on avait eues pendant des décennies. Ouais. Intéressant. Même question, Chouchane, pour quelqu'un qui aimerait devenir chef costumier. Quelles études vous conseillez, enfin, quel parcours vous lui conseillerez pour commencer? Oh ben, ça dépend à partir de quand on démarre, mais enfin, il y a des lycées maintenant comme STD2A qui apprennent quand même toutes les techniques de dessin et d'outils différents, que ce soit de l'encre, de la gouache, peinture, du volume, toutes ces techniques, il faut quand même connaître à la base. Et ensuite, on passe en professionnel avec les DTMS, les DNMAD. Voilà. Après, sinon, c'est beaucoup de stages. Ça, c'est sûr. Le terrain, c'est ce qui nous permet d'appréhender la matière le plus rapidement possible et de voir un peu comment ça se passe sur les plateaux, que ce soit théâtre ou cinéma, et effectivement, de voir aussi comment ça se passe pour la caméra. Mais bon, moi je dis que c'est le dessin en premier. Alors maintenant, évidemment, on a l'IA, etc., qui nous permet, je dirais, d'aller plus vite. Alors l'IA, c'est juste un outil. Pour moi, c'est pas ce qui est créatif. Les idées, elles viennent de nous, elles viennent du réalisateur, elles viennent de l'humain. Et l'IA permet effectivement de traduire plus rapidement, parce qu'aujourd'hui la difficulté, c'est que on a peu de temps de préparation, malheureusement, que ce soit théâtre ou cinéma, on a très peu de temps de préparation. Donc les fameux mood boards dont on parle quand on doit présenter des caractères, c'est vrai qu'avec l'IA, ça va plus vite et peut-être de manière plus précise, mais l'idée, elle vient quand même de nous et non pas de la machine. Merci. Alors, question de Julie, qui demande quelle est la plus grosse erreur que tu vois chez les débutants décorateurs? L'acculturation, je suis désolé de le dire. On commence à avoir une référence, on dit bon, mais là, faudrait plus télégraphique, et puis là, bon, il faudrait une valise à l'ancienne, donc
précise bien qu'elle est ancienne, tu vois arriver une Desley des années 50 qui ressemble à celle qui est moderne aujourd'hui. Donc il y a le problème de la culture, mais ça c'est normal, hein. On est jeune, on n'est pas tous obligés d'être complètement dans une bibliothèque pendant 10 ans, mais ça serait pas mal. Voilà. Après, c'est vrai que quand je vois des CV, dès que je vois quelque chose qui est un peu différent, 5 ans de voyage dans les îles en bateau, je fais oula, qu'est-ce que c'est, quelqu'un qui parle 4 langues, bon voilà, là c'est des CV, mais qui a jamais fait d'études de décor. Je serais plus enclin à prendre cette personne pour un certain pan de travail, comme la recherche, documentation par exemple, qui est très importante. Hein, c'est 90% de documentation, 10% de création. C'est pas de moi, c'est de Trauner, je crois. Et donc, je dirais que le parcours, mais c'est pour les comédiens, c'est encore pire. Je trouve c'est encore plus fort. Il faut qu'ils aient quelque chose dans les tripes. Je pense que pour un décorateur, il faut vraiment avoir des envies de stylisation, de design, d'invention. Et si on n'a pas ça à la base, bah c'est pas évident. Donc, je dirais, le plus gros conseil, c'est la curiosité. Quand je vais dans les, il y a des cours qui existent, qui sont des sorties, quoi, comme des sorties scolaires. On les amène au théâtre. Des étudiants décorateurs que j'amène au théâtre qui ont pratiquement pas mis les pieds au théâtre à part pour des raisons scolaires. C'est très grave, quoi. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Essayez d'éliminer tous les fantasmes. C'est des métiers durs. On se lève à 5 heures du matin, on conduit des camions, il fait pas beau, on est fatigué, il y a toujours une tête de l'art quelque part qu'il va falloir diplomatiquement amener à faire quelque chose. C'est des métiers, pas de compromis, mais je dirais d'entente. Il faut vraiment comprendre les autres. Et ça s'apprend évidemment petit à petit. Et c'est pas évident, mais il y a des gens qui sont très jeunes et très doués pour ça. Donc c'est plutôt cela qu'on prend. En parlant de diplomatie, il y a Jonathan qui pose une question. Comment fais-tu pour défendre une idée de décor quand le budget ou le temps ne le permettent pas? Temps. On a un triangle qu'on appelle temps, qualité, argent, qui est assez intéressant. On peut en faire une démonstration de tableau dans un MOOC. Et effectivement, quand on n'a pas d'argent, il faut du temps. Voilà, parce que le temps, on dit le temps c'est de l'argent, bah c'est vrai. Ouais. Avoir du temps de préparation, c'est énorme. Et on le voit dans les courts-métrages où les gens qui ont mis 5 ans pour faire une œuvre et tout d'un coup vous voyez le truc et c'est un ovni parce qu'ils ont mis du temps. Voilà, ça c'est quand vous n'avez pas d'argent. Et après c'est la qualité, on va dire, c'est que ce soit adapté à l'œuvre. Ça, comment on fait? Et ben justement, il y a une phrase que j'aime bien qui était au Production Design Collective il y a 1 an et demi là dans l'île. On se réunit, on est 300 chefs décorateurs. Il y a celui d'Avatar comme des jeunes élèves étudiants d'école. Et il y avait les 2 décoratrices, chefs décoratrices et ensemblières de Barbie, qui est un univers quand même très spécial. Et elles ont dit, je sais pas, au bout de 3-4 minutes, il y a quelque chose qui, bon, bah, on était 300 à écouter ça et on a applaudi, c'est tout ce qui est écrit dans le scénario n'est pas à faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire un scénario, certes, mais ce qui est la didascalie qui nous aide, c'est-à-dire les explications qui sont mises à côté des dialogues, des situations nous aident, mais est-ce que c'est vraiment à faire? C'est-à-dire remettre en question le scénario. Alors évidemment, faut pas le dire au scénariste, faut pas le dire au réalisateur, mais c'est une très bonne technique. Est-ce que c'est à faire? Quand j'ai de l'argent, je me pose pratiquement pas de questions. C'est le désirata. Et si la production a réussi à financer à hauteur du désir de film, bon, j'ai aucune raison de mettre quoi que ce soit en question. J'avance. Par contre, quand tout d'un coup, évidemment, j'ai une soucoupe volante à faire, alors que je peux même pas faire, je dirais la cabine de la cabine de la soucoupe volante, quoi. Quand j'ai même pas d'argent pour faire le siège de la soucoupe volante et tout. Là, je me dis, est-ce qu'on a besoin de voir la soucoupe volante? Et est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas jouer avec les lumières, de la licence, quoi, quelque chose qui nous amène à croire qu'on l'a vu. On croit qu'on a vu l'assassin, mais on l'a pas vu. On a vu l'ombre de l'assassin. Voilà, des choses comme ça. Et je vais encore citer une anecdote de Trauner. Il se retrouve sur le film, je crois que c'est Macbeth, à Madrid. Ils ont plus un sou sur Orson Welles, donc il avait souvent pas d'argent. Et les costumes sont retenus
par la maison de costume, parce qu'évidemment, il a pas obéi à la maison de costume, hein, c'est clair, il a pas de sous. Alors, Trauner, le décorateur, a une idée, il dit, écoutez, on devrait être en plus dans ce château, ce magnifique château, et on a là, pas l'argent du tout, on n'a pas les costumes du tout, et ben, on est à poil, quoi. Il dit, ben, on va être à poil. Et ils se mettent dans un bain turc, qui est à Madrid, très ancien, qui est un bain romain, en vérité, et ils prennent les draps de l'hôtel, ils s'habillent avec ces draps d'hôtel, et avec une machine à fumer, ils vont dans ce bain turc et ils font les scènes d'Hamlet, de Macbeth, dans un bain comme ça. Et donc, tout d'un coup, on a un décor d'eau et de vapeur et de corps en sueur avec des draps. Et voilà, c'est fait. Pas de décor d'époque, pas de costume d'époque. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver quand il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire à sublimer, à extrapoler et à conjuguer toute la grammaire qui est écrite dans le scénario pour ne pas la faire et faire autre chose qui sert tout autant le film. La preuve en est que c'est une scène mythique qui a été reprise dans plein d'autres films. C'est bien turc à poil. C'est dans La Grande Vadrouille aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Là, C'est ça vrai, vient c'est de... vrai. D'accord. Une question d'Élodie, Chouchane. Oui. Je suis pas sûr de la comprendre, tu me diras. Quelle est la vraie différence entre habiller un personnage et habiller un acteur? Eh ben, c'est ça, la différence, c'est que quand on lit une description de personnage dans un texte, quel qu'il soit, que ce soit un scénario, un texte d'opéra ou une pièce de théâtre, et ben, ce qu'on imagine ou ce qu'il pourrait porter ne va pas forcément sur l'acteur, ou pourrait aller. Donc c'est pour ça qu'aussi, nous, quand on commence à préparer un film, on a besoin de savoir quels sont les comédiens, les acteurs qui vont jouer, parce que la morphologie de l'acteur, on dépend d'elle aussi. Donc, ce qui va au personnage dans le texte ne va pas forcément donc à l'acteur et vice versa. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et nous, on est là pour faire cette adaptation-là. D'accord. Il y a une question de Jonathan qui est, je trouve, complémentaire. Comment tu gères les contraintes, morphologie, cascade, météo, continuité? Ah bah alors ça, en général, en cascade d'abord, donc ça veut dire que ce sont des cascadeurs qui vont doubler des acteurs. Donc on double, on triple, on quadruple les costumes, parce qu'il faut bien recommencer la scène, et que si jamais il y a le costume qui se déchire, il faut en avoir un autre pour pouvoir recommencer la scène. En fait, tout dépend de comment on filme ces scènes-là. C'est-à-dire que soit on voit, par exemple, quelqu'un qui va tuer une autre personne, et donc on voit l'impact de balle qui arrive sur le costume, et donc là, et si on recommence la scène, il faut avoir plusieurs exemplaires du costume, ou on ne voit pas l'impact, mais on retrouve le personnage au sol avec le trou, le sang, etc. Et à ce moment-là, on a deux costumes, c'est-à-dire on a le costume avant l'impact et on a le costume après l'impact. Donc en fait, ça dépend de comment on filme les situations. On a l'intermédiaire aussi. L'intermédiaire qui consiste à jouer avec la post-production. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, bon, nous on le fait en voiture, les impacts de voiture, bon, ça a toujours été une grosse problématique. Ok, on fait un faux trou en pâte à modeler, ok, on change une aile et on fait une rafale de mitraillette, très bien. Mais aujourd'hui, on fait surtout beaucoup de post-production, c'est-à-dire qu'on fait juste une petite croix et là, il y aura un impact ou même pas. Et donc ça nous a aidé. Mais bon, c'est de l'argent qui est dépensé ailleurs. Bien sûr. Sera fait en post-production. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de plusieurs costumes, quoi. Donc, et après, il y a peut-être aussi dans la manière d'imaginer le costume. Moi, j'ai souvenir quand j'ai travaillé au Ludo, il y avait, j'ai assisté à une création de spectacle et qui avait un très beau costume. Mais les danseurs sont arrivés, ils ont dit mais avec ce costume, je peux pas faire grand écart, quoi, c'est pas possible. Donc à un moment, imagine le costume avec des coutures différentes pour que je puisse faire mon. Ah bah oui, non mais après c'est effectivement, c'est-à-dire que quand on travaille avec des danseurs surtout, il faut voir quelle est la chorégraphie, quels sont les mouvements qu'ils vont exécuter, et en fonction de ça, effectivement, de déplacer soit la couture, soit d'utiliser des matières qui sont extensibles, soit après c'est vraiment en fonction de ce qu'ils vont faire, quoi. Mais tout en respectant l'image voulue
au départ par le metteur en scène. Mais oui, c'est un travail qu'on fait encore une fois en collaboration avec la personne qui va porter le costume. J'ai travaillé pour Bartabas avec des écuyères, des voltigeuses, donc j'avais effectivement préparer les costumes, mais je savais qu'il fallait une certaine souplesse par rapport au costume, de manière à ce qu'elle puisse l'exécuter sur le dos d'un cheval sans aucun problème, qu'il n'y ait pas quelque chose qui gêne, qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'agrippe aussi sur la selle. Donc tout ça, c'est des choses après qu'on voit ensemble et on les travaille et on répète avec eux pour voir toutes les contraintes techniques. D'accord. Donc, j'imagine que des fois, vous avez des réunions avec des cascadeurs pour qu'ils vous expliquent les contraintes. Oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai une question d'Olivier, donc qui veut pour être tous les deux. Comment, je vais commencer par vous, Jeanne. Comment tu réagis quand la vision du réalisateur va à l'encontre de ton intuition artistique? Ben, soit je trouve l'argument choc qui permet de lui faire changer d'idée, soit j'essaye de m'adapter. Ça dépend, encore une fois, ça dépend comment on travaille avec le metteur en scène ou le réalisateur. Oui, mais je pense que le fait de connaître le contexte général et de pouvoir argumenter sur la nécessité de ce moi je voudrais lui proposer, voilà, peut emmener le morceau. Après, c'est vraiment, ça dépend des réalisateurs et des metteurs en scène. Alors, il y en a qui sont très très précis sur ce qu'ils veulent, et dans ce cas-là, on s'adapte et on apporte notre expérience et voilà le savoir de ces tissus, du volume qu'il faut par rapport au costume. Soit il y en a qui savent rien du tout ou que ça n'intéresse pas aussi, hein, et qui sont plus intéressés par le décor et par l'image que par le costume, et auquel cas on nous laisse une certaine carte blanche pour pouvoir faire un peu ce qu'on a envie. Mais voilà, après moi je m'adapte aussi par rapport au décor, par rapport à la lumière. Donc encore une fois, c'est pas un truc qu'on fait tout seul dans son coin, c'est vraiment cette collaboration, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, finalement. Parce que un styliste, oui, il va dessiner dans son coin, il va faire sa collection, encore que il est très à l'écoute de ce qui se passe dans la société et dans la rue, et il est très inspiré par la rue. Donc il n'est pas non plus, c'est pas juste une idée qui lui vient comme ça par la tête. Mais nous, on a vraiment ce travail d'équipe. Qui est très important en fait, et en fonction des contraintes, en fonction des désirata, on travaille avec les uns les autres, et voilà. Alors ce qui est plus compliqué aujourd'hui, parce qu'on a tellement peu de temps de prépa, c'est que parfois j'ai pas vu les décors, j'ai pas vu la lumière, donc j'invite souvent les chefs opérateurs et les décorateurs à venir pour voir un peu quel tissu on a choisi, quel type. Là on a fait un film sur une histoire de cabaret. La décoratrice est venue et elle a regardé tous mes échantillons de tissus pour les costumes, et elle m'a dit je vais me caler par rapport à toi parce que toi t'es plus en avance que moi sur la fabrication. Et donc elle est venue, elle a regardé, pareil pour la lumière, la fille de la chef opératrice, elle est venue, elle a regardé les matières, il y avait des sequins, donc des reflets, et donc par rapport à tout ça, elle a travaillé aussi sa lumière. Là moi j'étais un tout petit peu en amont. D'habitude, c'est toujours chef opératrice d'abord et décor. Mais là, j'ai été en amont parce qu'il y avait tellement peu de budget que j'ai été chercher les choses dont on avait besoin dans des stocks. On a réemployé certains costumes qu'on a transformés par manque d'argent et de temps. Et donc moi j'ai poussé un peu la production à dire non, je veux démarrer 1 mois et demi avant et non pas 1 mois avant. Et du coup, ce sont elles, décoratrices et chefs opératifs, qui sont venus voir mes matières pour pouvoir faire leur lumière et leur peinture décor pour être au plus près de ce qu'on avait fait. Et c'est important ce qu'elle raconte, c'est que le cinéma, c'est une collaboration entre les différents métiers. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est essentiel, parce que sinon, si on fait chacun, voilà, notre département, chacun dans son coin, finalement, parfois, il y a des accidents. C'est-à-dire que j'arrive avec une comédienne dans une très belle robe rouge, puis là, je découvre que le canapé est rouge. Et donc là, ça colle plus. Donc, faut que je change de costume, parce que on va pas changer de canapé, malheureusement. Ou alors, on met, par exemple, un plaid qui va casser le rouge du canapé et permettre à la comédienne d'être avec sa robe, belle robe, dans ce canapé. Mais bon, parfois on a des petites surprises comme ça, oui. Même question, William. Oui, alors les accessoristes plateau sont vraiment,
presque en décor le final cut. Et là, c'est un exemple, le Plaid qui sauve, accessorise de plateau, qui a donc son camion avec plein d'astuces et qui va sauver une mésentente du collectif, parce que c'est le collectif. Je pense qu'aussi, alors là c'est très français, on a une politique des auteurs, de l'auteur, hein, c'est-à-dire que le réalisateur est auteur de son film, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, où le réalisateur est un technicien de plus qui sait raconter une histoire. Bon. Donc on a un scénario, on doit le faire évoluer, s'adapter au scénario, et là, moi je dirais que on a affaire à deux sortes de personnages, de directeurs de la mise en scène, de directeurs d'acteurs. On a le technico-rigide et l'artistico-rigide. Voilà. Si vous tombez évidemment sur de l'artistico-rigide, donc un auteur très fort, tout dépend évidemment. Il y en a qui sont tellement talentueux que il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est à faire, point barre. Puis il y en a d'autres, simplement, ils ont écrit une ligne, mais c'est une ligne directrice. Et alors là, c'est à vous d'être conseiller artistique, d'avancer. Donc ils sont certainement pas technico-artistico-rigides. Je pense que c'est arriver à amener tout le collectif à avoir quelque chose de cohérent, une image qui représente bien ce qui est à faire. Dans les exemples que je peux donner classiques, c'est vous avez 3 personnages différents avec 3 ambiances différentes et vous voyez que c'est écrit qu'en vérité, il y en a 2, ils habitent la même chose. Il y en a un, c'est un loft et un appartement. Enfin bon, ils sont du même niveau social, dans le même quartier. Ça va pas, quoi. Ah, le 3e, ça va, il habite un squat en banlieue. Donc ça, c'est bon. Donc arriver à déterminer ça, c'est, moi, des fois, je le vois, par exemple, à la coiffure. Où bon, ben voilà, si vous regardez certains films qui sont pas faits en France, vous avez rarement 2 héroïnes ou 2 héros qui sont bruns ou blonds ou aucun. Non, il y en a un, il est blond, l'autre, il est brun. C'est fait exprès. Faut qu'on voilà, il faut que tout de suite, ils ne sont pas pareils. Vous pouvez avoir, sans critiquer, disons, des manques de technicité, vous pouvez avoir des choses qui se ressemblent beaucoup. Alors là, moi, là, dans ce cas-là, j'ai effectivement un travail un peu difficile, un peu intrusif, de dire, mais enfin bon, voilà, ils ont le même niveau social, il faudrait aller un peu plus loin, il faudrait, je sais pas, moi, ils collectionnent des locomotives, quelque chose qui fait qu'on distingue le personnage. Alors ça peut ne pas être entendu parce qu'on pense que c'est caricatural. Heureusement, la réalité nous aide et dans notre quotidien, nous voyons des choses incroyables et ça, grâce aux téléphones photo électroportatifs, on peut capter des choses incroyables et dire ah bon, tiens regarde, tu vois, ça c'était chez un notaire. Ouais, non, c'est un biker, non, c'est un notaire. Et donc parce qu'on collectionne des ambiances en permanence et donc on peut se défendre parce qu'on a un gros capital de documentation. C'est souvent, voilà, il faut des arguments, c'est tout. Et puis après avoir détecté avant quel est je dirais, le coefficient de rigidité de son réalisateur ou de sa réalisatrice et de les amener. Voilà, on peut avoir tort aussi, attention. Hein. On peut avoir tort, donc il faut faire attention. Mais quand on est clairement, positivement sûr qu'il faut changer quelque chose, eh bien, faut pas avoir le doigt sur la couture, faut le dire. Maintenant, c'est pas facile avec tous les réalisateurs. D'abord parce que vous ferez pas le prochain, ça c'est sûr. Mais vous dites bon, voilà, je fais pas le prochain, mais là, je voudrais quand même que ça soit signé de façon correcte et cohérente. Je vais pas dire c'est bien alors que non, je le fais pas. Bon, après c'est au réalisateur de vouloir évoluer, mais il y a quelqu'un qui nous aide là-dedans. C'est le producteur et le directeur de prod. Si le directeur de prod est convaincu, parce qu'évidemment on fait ça par étapes. Tu dis, bon, d'abord, c'est notre équipe en interne. Donc, c'est 40 personnes qui réfléchissent au décor. Donc, on a peut-être un poids, même si c'est pas démocratique, mais au moins cognitif. Et on arrive avec des arguments, mais ça, on va d'abord aller voir le premier assistant réalisateur. On dit, écoute, là, il y a un dilemme, il y a quelque chose. Là, on n'est pas d'accord. On va pas le faire comme ça, c'est pas possible. C'est pas une question d'argent, c'est une question artistique, par exemple, ou technique, hein, c'est la même chose. Enfin, c'est notre domaine, mais c'est du même niveau. Et on passe par le filtre du premier assistant réalisateur, du directeur de prod et in fine du producteur. Et le tandem producteur-réalisateur fait que tout d'un coup, il peut y avoir des accommodations et voilà, on n'y va pas direct. Alors, et après, évidemment, le réalisateur descend et dit, bah, alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu des remontées, tu veux pas faire ci, tu penses que ceci, tu penses que cela. Je dis, regarde, comment ça serait autrement? Et cet autrement, est-ce que c'est pas le autrement qu'il faut? C'est tout. D'accord. J'ai une question d'Hélène qui veut devenir productrice et qui demande, donc je vais à vous deux, qu'est-ce qu'un producteur devrait mieux connaître de votre métier?
Alors en ce moment, les producteurs, enfin surtout les directeurs de prod, déclarent qu'ils ne connaissent pas notre métier de décorateur, car effectivement, nous sommes un peu l'État dans l'État, c'est-à-dire que nous avons des budgets qu'on nous alloue, nous avons des équipes et une organisation complètement parallèle au film, évidemment qui est complètement structurée par rapport au plan de travail et aux journées de tournage, c'est clair. Et depuis quelque temps, on a des producteurs et des directeurs de prod qui connaissent moins nos métiers. Bon, j'ai démarré il y a quelques décennies, ils connaissaient le métier de tous les postes, mais d'une façon raffinée, quoi. Mais d'une façon même des fois intrusive. Ils nous disaient des trucs, et puis bon, ils avaient souvent raison, parce qu'ils avaient un gros bagage. Bien, c'était formidable. Pourquoi? Parce qu'ils nous formaient. C'est la même chose des chefs-op. Ils connaissaient parfaitement. Donc j'ai vu petit à petit, effectivement, ces 20 dernières années, de bons professionnels dans leur secteur, qui étaient de très mauvais professionnels dans les autres départements. Pourquoi? Parce que ils avaient peut-être pas eu l'occasion de faire des gros décors ou voilà des choses comme ça. Donc tout d'un coup, il va y arriver un architecte créateur de décors d'Imurge et il y avait comme ça un personnage avec une équipe de 40 personnes, un gros budget qui est l'État dans l'État. En plus, c'est une armée des ombres, on les voit pas, ils arrivent, c'est fait. La plupart du temps, j'ai commencé à comprendre par des réflexions où on congratulait l'accessoiriste de plateau du décor. Ouais, formidable. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée qu'il y ait une équipe derrière. Donc pour moi, un producteur, il doit être celui qui dit, qui montre comment tout le monde sert à quelque chose. Voilà. Et il doit effectivement connaître nos métiers. Il suffit pas d'être un bon financier, c'est bien. Pour ça, faut avoir un associé. Oui. Mais il faut aussi effectivement connaître tous les métiers pour d'abord pas se faire avoir. Première chose. Ah oui. Ah il me faut tant. Bah oui, tiens, il me faut tant. Elle est bien bonne. Je suis pas trop sûr. Ou alors aider parce qu'il y a des solutions qui sont des solutions en production. Des solutions. Bon voilà, moi par exemple, j'ai fait la Suisse en Bourgogne. C'est pas possible, quoi. On fait la Suisse dans les Vosges, à l'arrière, on fait ça, je sais pas, dans un pays un peu montagneux, mais pas en Bourgogne, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est une décision de production. C'est à eux de remettre ça en question. Ils doivent la remettre en question parce qu'ils ont des connaissances de base et qu'ils se disent, non, mais on va pas y arriver. Alors, évidemment, on nous demande d'être malins et d'être des magiciens. Eh ben, on n'est ni des magiciens et on n'est pas malins. Voilà. On connaît nos métiers et on sait ce qui est faisable ou pas. C'est tout. Je me rappelle le premier film de guerre que j'ai fait, le réalisateur m'a dit, est-ce que tu as déjà fait des films de guerre? J'en avais jamais fait, c'était le premier. Je lui ai dit non, et toi, tu as fait la guerre? Non. Et ben, il m'a pris. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une question, parce que j'ai vu que vous avez travaillé sur des films hollywoodiens aussi. Quelle est la différence d'organisation et de travail entre un film français et un film hollywoodien? Alors, hollywoodien, américain, bien sûr, mais hollywoodien, c'est très particulier, effectivement. Donc, vous posez la question. Et vous avez répondu, c'est l'organisation, évidemment. Il se trouve qu'en France, il y a un niveau culturel, un niveau scolaire plus élevé qu'aux États-Unis, faut le savoir. Bon, avec des choses qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Par exemple, quand on voit un film de teenager où on voit des filles très développées, des garçons très musclés, etc., c'est parce qu'ils ont 19 ans. Hein. C'est pas des lycéens de 16 ans. C'est parce que le lycée dure plus longtemps. Enfin, ça, c'est une petite anecdote comme ça. Donc, si vous envoyez vos enfants étudier aux États-Unis après le bac, ils vont faire 1 à 2 ans de collège, mais pas d'université. Bon, ça, et après, ils s'arrêtent en général là. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau bac plus 1. Ça, c'est vraiment ceux qui ont fait des études. Donc, il y a une forte demande de gens diplômés aux États-Unis, mais ils veulent pas le dire, surtout en ce moment. Bien. Donc, on a un niveau scolaire supérieur. Bon, effectivement, il a baissé ces dernières années, etc. Mais bon, on part de très loin, donc tout va bien. Et la deuxième chose, donc par rapport à ça, c'est que vous avez dans les pays anglo-saxons, enfin surtout aux États-Unis, ça veut dire que ils ont un bagage culturel inférieur et technique inférieur. Point. Donc, il leur faut 10 personnes pour ce que 3 personnes font ici. Bon, c'est comme ça. Ça s'est perdu depuis 1 an ou 2, faut le dire. Hein. Là, hier, on avait les dernières statistiques là-dessus. Ça commence à baisser, donc il va falloir se bouger un peu. L'Espagne commence à nous manger des parts de faisabilité, d'excellence. Voilà, parce qu'ils rattrapent. Grâce aux plateformes surtout, ils travaillent de plus en plus et plus vous travaillez, plus vous connaissez votre métier. Donc, je dirais que c'est l'organisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent avec ce qu'ils appellent Real Language and Real Money, c'est-à-dire que on parle franc. Il n'y a pas
la diplomatie est beaucoup plus directe. Donc ça c'est intéressant. Le canal de communication est beaucoup plus direct, ce qui est pas tout à fait le cas. On en discutait tout à l'heure avant. Real money, ça veut dire on attend, on peut faire tant, et il n'y a pas de fantasme sur l'argent. Alors qu'en France, on fait un film à 4 millions qui en vaut 8, il faut le faire à 8. Bon, avec beaucoup d'astuces, on arrivera à faire un truc qui vaut 5. C'est-à-dire qui sera un peu upgradé, bien sûr. Aux États-Unis, ils ont 5, ils font avec 5. Il n'y a pas de fantasme sur l'argent. Donc, en général, ils font plutôt avec 50 qu'avec 5. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10 fois plus nombreux. Donc, je dirais qu'il y a une espèce d'armée mexicaine. Ils sont très organisés. Ils suivent la ligne. On suit la ligne et on ne dévie pas de la ligne. Dire ça a été comme ça. On le fait comme ça de A à Z. Et le fait de pas dévier de la ligne de fabrication fait qu'ils ont une efficacité redoutable. Alors que nous, plus latins, on aime bien se poser des questions en cours de route et il y a beaucoup de changements et les changements, c'est de l'argent. Voilà. Alors maintenant, c'est le petit moment que vous aimez bien, les anecdotes de votre carrière, des choses que vous racontez à vos amis en soirée, en disant tiens, il m'est arrivé ça. Si vous avez, c'est pas toujours flatteur. c'est vous qui choisissez, c'est votre anecdote. Voilà. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est des anecdotes professionnels qui font qu'on évolue, que tout d'un coup, oui, bien sûr, on rebondit sur la compétence des uns des autres, sur la qualité des uns des autres. Plus, c'est vrai. On apprend beaucoup plus quand ça se passe mal que quand ça se passe bien. Par contre, si une chose, plus on travaille sur des gros films, plus on apprend bien. Ça, c'est autre chose. Travailler sur des clips, c'est formidable, mais enfin, sans autorisation de tournage, avec son téléphone dans la rue, on apprend une forme, il faut en faire, on apprend une forme de débrouillardise, et puis il peut y avoir des choses artistiquement intéressantes, mais ça vous apprendra pas tous les canaux de travail. Ça, c'est le système D, de manière générale, même quand tu fais un court-métrage, quand tu as un système D parce que t'as pas beaucoup d'argent, tu te débrouilles, et parfois c'est même très créatif, et plus créatif que si tu as beaucoup d'argent et que tu vas pouvoir réaliser des choses, mais peut-être que la création, elle sera peut-être moins au rendez-vous que sur un système D, quoi. Et mais sinon, en général, oui, c'est vrai que on déplore le manque de professionnalisme ou d'incompétence quand on est en train de travailler. Ce qui veut dire qu'on était en train de dire que nos anecdotes, elles sont surtout quand il y a un manque de compétences. Voilà. Mais moi, je vais en donner une, parce que ça y est, elle m'est revenue. Rendez-vous avec une grande réalisatrice, Saint-Germain-des-Prés, bien sûr. Et on a une problématique de fauteuil. Un fauteuil qui doit être mauve, velours, comme ça, donc certainement à fabriquer, quoi. Bon, on n'a pas tant de d'argent que ça, mais bon, même si elle est très connue. On a rendez-vous à 9h à tel café. Bon, à 9h, moi, je suis au café, c'est clair. Et puis, bon, à 9h05, 9h10, personne. J'ai dit, c'est un peu en retard, c'est pas grave. Puis, j'ai dit, tiens, il y a un tapissier juste à côté, là, à 50 mètres. Je vais aller voir, il est très bon, ce tapissier, dans le quartier, là, je le connais. J'arrive, et qu'est-ce que je vois dans la vitrine? Oh! Un fauteuil mauve, mais exactement ce qu'il nous faut. Ah oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol dans ce métier. Attention. C'est très important d'avoir de la chance. Santé, culture et chance. Sinon, on est mort. Et donc, c'est génial. J'ouvre. Je vois à 9h15, j'ouvre. Je dis, écoutez, je donne ma carte, je repasserai parce que ça m'intéresse votre fauteuil. Je repars, 9h20. Je regarde par la vitrine, elle est toujours pas là. Bon, ok, j'ai dit, merde, il y a vraiment du café, quoi. Ah, puis d'un coup, je la vois rentrer par l'autre côté, alors, hop, elle s'assoit, elle commande un café, tout ça en 2 minutes, puis moi, je lui laisse un peu le temps quand même de commander le café, de prendre ce café, je dis, j'arrive, elle me dit, tu pourrais quand même être à l'heure. Non. Bon, voilà. C'est une blague. C'est pas une blague, c'est une réalité. Alors, ça vous donne le ton de la réalisatrice après, effectivement. C'est que de la mauvaise foi pendant tout le film, quoi. Mais là, j'étais prévenu. La mauvaise foi ou ne pas vouloir jouer jeu. Hein. Parfois, quand on a un comédien qui doit jouer un personnage d'une certaine époque, et notamment, par exemple, époque 90, et je lui dis, voilà, on a des pantalons à pince, façon Gap années 90, etc. Qui te dit, ah non, mais moi, je porte pas ça, quoi. Je dis, toi, certainement, mais le personnage, oui. Pas. Et donc, on est souvent confronté à ce genre de choses. Et il faut, oui, souvent. Voilà. Très bien. Ego, confort, enfin un peu tout ça, quoi. C'est vraiment de pas vouloir se mettre dans la peau du personnage
Et bon, il y en a quelques-uns. Hein. Moi, je me souviens que j'avais fait des essayages avec Jean-Hugues Anglade. Il est arrivé en essayage costume. Il connaissait tout son texte. Et à chaque fois qu'on faisait un essayage costume, j'ai dit ça, c'est pour telle séquence. Il disait le texte de la séquence avec le costume. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, hein, je dois le dire. Bah, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que vous voulez parler? Sur nos métiers, sur l'avenir de nos métiers. Ouais. Oui, C'est bac plus 10 en psychologie. oui, voilà, déjà, oui, ça c'est pas mal. L'avenir du métier, c'est vrai que c'est une question intéressante. L'avenir Oui, du métier, oui, comment vous l'avenir voyez? du métier. Bah, et là, on a on va parler de l'audiovisuel parce qu'on parle souvent du cinéma. Voilà, on aime bien le côté élitiste. Le cinéma, c'est quand même le côté élitiste. Enfin, après, on mange des kilomètres et des kilo-heures de plateformes. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est pas la première fois que ça arrive, où on a des nouveaux supports, ou des nouvelles chaînes avant, etc. Des nouvelles envies de films qui sont différents, qui se fabriquent sur un temps long, sur 6 à 1 an, 6 mois à 1 an, alors qu'un film, ça se fabrique, je parle vraiment de la fabrication, je parle pas d'avant, les recherches de financement, là ça peut durer 5 ans. Bon, en 3 mois on fait un film, quoi. On sait faire un film en 3 mois, c'est peu, mais on sait faire. Bien, les téléfilms se font même presque en moins des fois. Bien. Et on a donc un changement de temps qui est assez intéressant. Et on a besoin de nouveaux techniciens, de nouveaux artistes. Donc il y a du travail. Et on a aussi un système cinématographique, enfin du cinéma, ça fait de l'audiovisuel, qui est assez intéressant avec le Centre national du cinéma, avec une économie circulaire. On va dire quand vous achetez votre billet de votre ticket de cinéma, il y a de l'argent qui revient au cinéma. Ça pourrait paraître normal, mais c'est pas du tout comme ça dans les autres industries. Par exemple, quand vous achetez votre voiture, il y a de l'argent qui revient à Renault, évidemment, mais ça, c'est le bénéfice. Mais il n'y a pas une caisse commune qui ferait qu'on referait un design des voitures et qu'on aurait un pot commun. Ce qui est le cas dans le cinéma. Après ça, on a des crédits d'impôt, de la fiscalité qui améliore les financements, c'est-à-dire vous pouvez, si vous payez des impôts, beaucoup, vous pouvez les mettre dans une banque spécialisée dans le cinéma, vous paierez toujours des impôts, mais vous aurez mis une partie de vos impôts dans cette caisse commune et donc les producteurs vont là-dedans. Tout ce système-là fait qu'on a une garantie professionnelle. Aujourd'hui, s'il était remis en route, parce qu'on estimerait que ce serait des privilèges de certaines castes, c'est vrai qu'il n'est pas facile de rentrer dans ces métiers, mais il y a une porosité, on a besoin d'artistes, de nouveautés. Et bien, si ça s'était remis en route, en question, voilà, au niveau culturel, bon, ce serait une catastrophe, non seulement au niveau de l'emploi pour tout un pan artistico, culturel, mais aussi pour, je dirais, l'économie, le champ économique en général. Pourquoi? Parce que si vous portez ce blouson aujourd'hui, c'est parce que Tom Cruise le porte. Sinon, vous ne le porteriez pas. Donc, on a une influence, je dirais, très forte par rapport au comportement. Et si tout d'un coup, l'image, c'est sûr, mais même le comportement, l'image, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de faire ce qu'on appelle le nouveau récit, c'est-à-dire dans lesquels on englobe de l'écologie, une nouvelle image même de l'homme. Voilà, on dit déstructurer, je sais plus, enfin déconstruire. Mais en tous les cas, tous ces récits font qu'on arrive à de nouvelles sociétés. C'est le cinéma, c'est l'audiovisuel qui aide à ça. Si tout d'un coup on se retrouve avec la moitié d'audiovisuel, il y aura la moitié d'avancements sociétaux qui vont se faire, et la moitié de pas de révolution, enfin quoique, mais d'évolution en tous les cas. Donc voilà, c'est ça l'avenir de nos métiers. Il faut que ça perdure dans un certain système vertueux pour on dira là il y a 300 films par an, il y en a qu'une cinquantaine qui sont bons, certes, mais on ne sait pas lesquels des 300 sont les bons. Il faut faire les 300 pour qu'il y en ait 50 bons. Parce que c'est une loterie. Et si on n'a plus cette loterie, c'est pas parce qu'on fera que 50 films qu'il y aura que 50 films bons. Non, il y aura, pareil, un ratio de 3 bons films, quoi. Voilà. Donc, la quantité crée aussi cette énergie. Et puis, en plus, il y a des films qui plaisent à certains, qui plaisent pas à d'autres. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Quelque chose à rajouter, Cham?
Bah, aujourd'hui, on prône vraiment l'éco-responsabilité dans nos métiers et je pense que c'est très 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 important. Et le réemploi des matériaux, le réemploi des costumes, la transformation des costumes, en tout cas pour mon département, est essentiel. Et donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur tout ça et sur les produits utilisés, les matières utilisées. Il faut voilà abandonner tout ce qui est plastique, tout ce qui est qui n'est pas écologique. C'est vrai que j'ai pas évoqué cette part, et merci, parce que j'y pensais pas, que depuis quelque temps, les tournages sont devenus éco-responsables, et en quoi ça a changé dans votre manière de préparer, de préparer? Alors ça a changé, oui, ça a changé quand même beaucoup de choses. Encore une fois, sur ces histoires, par exemple, de housses en plastique, que nous on les réutilise plus du tout. Il y a maintenant deux sociétés, Maus Costo et Housses Écovert, qui ont créé des housses en tissu qui sont réutilisables ad vitam aeternam, je dirais, et qui sont vraiment importantes aujourd'hui. Et aussi pas que à cause du plastique, mais aussi dans la forme des housses, c'est-à-dire qu'il y ait l'ergonomie. Parce que nous on souffre, autant eux ils souffrent aussi des matériaux très lourds, mais nous aussi on souffre de cette manière de porter les costumes sur les portants, de les mettre sur les portants. On se retrouve avec des tendinites assez importantes. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de soulever le costume pour pouvoir le mettre dans une housse. On entoure le costume de housse. Donc ça change beaucoup la donne et l'ergonomie est très importante. Savoir travailler sur des tables qui sont faites à une bonne hauteur, avec des fauteuils à bonne hauteur. Tout ça, c'est vrai que personne n'y pensait vraiment. Et aujourd'hui, on travaille là-dessus et c'est très 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 important. Mais pareil pour le réemploi, en tout cas des costumes. Pourquoi aujourd'hui, on fait une restauration de costumes des stocks des loueurs, parce que ces stocks dormants qui sont aussi intéressants, qui ont parfois une valeur historique absolument merveilleuse, ne sont pas loués, ne sont pas portés parce qu'ils sont un peu abîmés, donc on les restaure et comme ça peut repartir dans le champ artistique des films et des pièces de théâtre. Donc on a de la matière première qui est là, qui est très importante et qui doit être réutilisée, réemployée. Voilà, et on travaille aussi sur évidemment les produits de nettoyage, etc., être le plus écologique possible. Très bien. Pareil? Oui, alors pareil, c'est assez intéressant parce que c'est un champ de novation, l'écologie, et on peut parler de santé aussi, mais de santé physique et même après de santé morale si on veut. C'est depuis que ça a commencé en 2009 seulement, c'est pas si vieux que ça. Et donc depuis quelques années, 2-3 ans, il y a le plan d'action du CNCE, je comprends toujours du CNCE, mais qui lui a complètement fait donc ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises et pas la responsabilité sociale écologique, comme on pourrait le croire, hein, les acronymes sont difficiles. Eh bien, aujourd'hui, on fait un bilan carbone en amont, donc prévisionnel, du film. On se dit, tiens, ça va nous faire un impact de ce niveau-là. Et après, bien sûr, on essaye de le réduire avec des accompagnateurs à ces méthodologies, parce que c'est des méthodologies qu'il faut appliquer, il faut se rendre compte de ce qu'on fait, comment on voyage, comment on mange, comment on construit. Et donc, on les appelle les non, pas du tout. Enfin, oui, ça, c'est dans les pays anglo-saxons. Pardon. Oui. Non, pas les éco-accompagnateurs, les coordinateurs d'éco-production, ça y est, on l'a dit. Mais ça n'a pas été un nom si facile à trouver parce que c'est la fonction qui a créé le nom, quoi. Donc, c'est effectivement des coordinateurs d'éco-production qui aident à diminuer l'empreinte carbone. Et après, c'est dans chaque département où on doit trouver effectivement une autre façon de travailler, de se déplacer moins, d'acheter moins en ligne, de se servir de ce qu'on appelle le réemploi. Donc, pour redessiner nos décors à partir de standards, par exemple. Mais pour ça, il faut quelque chose de très, très, très important, c'est du mètre carré, du stockage. Or, tant qu'on n'a pas des studios qui ont leur propre répertoire, leur propre ressourcerie, ou alors dans les alentours, ça n'a pas besoin d'être collé au studio. Enfin, tant qu'on n'a pas des grands villages comme ça en économie circulaire où on peut récupérer le matériel. Aujourd'hui, il y a que 2 ressourceries, une à Montreuil, une à Ivry. Arlequin Matériaux Ivry et la ressourcerie du cinéma à Montreuil, ce n'est pas suffisant. Après, il y en a d'autres dans d'autres secteurs événementiels. Il en faut vraiment à côté des studios. Et à ce moment-là, on a une ergonomie de travail qui fonctionne. Donc, ce sont des outils à fabriquer
c'est de l'argent, c'est de la formation. C'est une façon aussi d'être dans le cinéma. On cherche beaucoup de gens qui sont, on dit nous au comptoir, c'est-à-dire qu'il y a pas que le plateau. Le plateau dans le iceberg, c'est la face immergée. Il y a tout ce qui est en dessous. Et tout ce qui est en dessous, il y a les providers, il y a les fournisseurs, les prestataires, les inventeurs, les ateliers, les plateformes de préparation, les ressourceries, et aussi faire une veille sur les produits qu'on entretient, les produits qu'on met avec lesquels on travaille. Donc ça veut dire aller vers les industriels, leur dire bon, nous on a besoin de ça. Faut nous le faire, pour décarboner le métier. Après, il y a de la méthodologie. On a une tendance, ça c'est devenu dans les années 90, après la chute du mur et tout ça, on avait du bois de toutes sortes de mesures, de toutes sortes de sections qui venaient des pays de l'Est et qui étaient pas chères. Et donc, on n'avait pas de normes. Aujourd'hui, avec un groupe qui s'appelle Eco-Déco, film en décor, donc on est une trentaine, on a déterminé des normes, c'est-à-dire l'épaisseur de nos panneaux, qui sont nos faux murs, et c'est du bois, avec des tasseaux, c'est tout bête, eh bien, il y avait de tout. Donc, on ne pouvait pas les assembler, même quand on les récupérait. Aujourd'hui, on fait 78 mm d'épaisseur, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou à Toulouse, ou tel chef déco ou tel chef décoratrice, ce qui permet d'être récupéré, standardisé donc, et de se mettre les uns derrière les autres. Donc on a toute une technique à remettre en question. Pourquoi ? Parce que la pollution vient de la technique. Et les caméras, c'est terrible. On va utiliser la caméra en 6K, mais dans 3 mois, il y a celle en 8K. Et dans 2 ans, il y aura celle en 12K, mais celle en 4K, elle fonctionne très bien. Elle a 5 ans, elle est formidable. Mais il y a un peu un snobisme, on peut dire, ou une volonté de technologie nouvelle. Et là aussi, dans d'autres départements, ils doivent se modérer. On doit arriver à se standardiser parce que par le standard, on arrive évidemment à décarboner, mais aussi ça nous fait des bases communes fortes pour avoir presque plus d'imagination. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un Lego, construire un avion. Bon, voilà, c'est ce qu'on doit faire dans le cinéma. Arriver à avoir des villages entiers, des lieux. Il y a un plan qui s'appelle Plan d'action 2030, un appel à projet. Et là, il y a 9 studios qui vont se fabriquer en France, qui vont se construire. Et il faut absolument qu'il y ait des prestataires. Et ça, c'est du cinéma aussi. Devenir un prestataire dans le cinéma, c'est être dans le cinéma, c'est même être une des pierres fondamentales. Donc, il n'y a pas que la réalisation. Voilà, c'est les 28 toits qui se sont levés. Il y a aussi de la régie, il y a aussi travailler chez les fabricants, les loueurs. Il y a énormément de métiers dans le cinéma. Il faut arriver à les découvrir tous. Et voilà, et c'est ce qu'on fait dans cette émission. Merci à vous. Bientôt, il y aura un monteur, un directeur de production, donc vous connaissez le principe. Vous avez des questions, vous me les posez soit en commentaire, soit par mail, et je me fais un plaisir d'être le porte-parole de vos questions et répondre. Merci à vous, et nous on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie.